Bonjour, chers explorateurs de l'imaginaire, et bienvenue dans l'oasis des rêves. Ce soir, préparez-vous à une immersion captivante dans les mystères de l'Égypte ancienne, où chaque grain de sable cache des secrets, et où les pyramides ne sont pas que des monuments, mais des portails vers l'éternité. Si, comme moi, vous adorez les aventures pleines de suspense et de légendes, cette histoire est faite pour vous. Mais si c'est votre première exploration dans ce royaume de magie et de mythes, ne vous inquiétez pas, cette épopée vous emportera loin, au-delà du quotidien, dans un monde où le passé rencontre l'inexplicable. Prenez un instant pour vous installer confortablement, laissez vos pensées s'apaiser et inspirer profondément. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez l'oasis des rêves vous transporter. Ce soir, un voyage extraordinaire vous attend. Mais avant de commencer les histoires, prenons un moment pour nous détendre et nous relaxer. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. Un endroit où vous vous sentirez parfaitement à l'aise. Bonjour, chers explorateurs de l'imaginaire, et bienvenue dans l'oasis des rêves. Ce soir, préparez-vous à une immersion captivante dans les mystères de l'Égypte ancienne, où chaque grain de sable cache des secrets, et où les pyramides ne sont pas que des monuments, mais des portails vers l'éternité. Si, comme moi, vous adorez les aventures pleines de suspense et de légendes, cette histoire est faite pour vous. Mais si c'est votre première exploration dans ce royaume de magie et de mythes, ne vous inquiétez pas, cette épopée vous emportera loin, au-delà du quotidien, dans un monde où le passé rencontre l'inexplicable. Prenez un instant pour vous installer confortablement, laissez vos pensées s'apaiser et inspirez profondément. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez l'oasis des rêves vous transporter. Ce soir, un voyage extraordinaire vous attend. Mais avant de commencer les histoires, prenons un moment pour nous détendre et nous relaxer. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. Un endroit où vous vous sentirez parfaitement à l'aise. Chaque pierre, chaque chambre avait sa raison d'être. S'aligner sur les corps célestes, protéger les trésors et abriter les textes sacrés nécessaires au voyage vers l'au-delà. Pour comprendre l'ampleur de ces structures, il suffit de penser à la Grande Pyramide. Prenons l'exemple de cette pyramide. Elle mesurait à l'origine 146 mètres, faisant d'elle la plus haute structure construite par l'homme dans le monde pendant des milliers d'années. Chacun de ces quelques 2,3 millions de blocs de calcaire pèse en moyenne 2,5 tonnes et certains atteignent jusqu'à 80 tonnes. La précision avec laquelle ces pierres ont été taillées et placées est stupéfiante, avec des joints si serrés qu'un brin d'herbe ne pourrait s'y glisser. À l'intérieur, une série de passages et de chambres furent méticuleusement conçus. La chambre du roi, située au cœur de la pyramide, abritait la dépouille du pharaon, son sarcophage entouré d'objets précieux destinés à l'accompagner dans l'au-delà. La disposition des chambres et l'alignement de la pyramide avec les points cardinaux et certaines constellations témoignent de la compréhension sophistiquée qu'avaient les Égyptiens de l'astronomie et de leur désir d'harmoniser les mondes, terrestres et divins. Le peuple considérait les pharaons comme des souverains divins marchant sur terre, des dieux sous forme humaine. À leur mort, ils étaient censés s'unir à Osiris, le dieu de l'au-delà. Prenons Toutankhamon, le jeune roi dont la tombe regorgeait de trésors et de mystères. Son masque d'or, symbole d'une éternité sereine, nous envoûte encore aujourd'hui. Ces trésors n'étaient pas simplement un signe d'opulence. Ils étaient indispensables au voyage du pharaon dans le monde souterrain. L'histoire des pharaons s'étend sur plus de 3000 ans. Chaque dynastie ajoutait sa propre couche au riche héritage de l'Égypte. Par exemple, Ramsès II, souvent considéré comme l'un des plus grands pharaons, régnait pendant 66 ans au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Connu sous le nom de Ramsès le Grand, il fut célébré pour ses projets de construction prolifiques, notamment des temples, statues et monuments qui subsistent encore aujourd'hui. Son règne fut marqué par des campagnes militaires, des projets architecturaux monumentaux et une attention particulière à la déification du pharaon. L'héritage de Ramsès est visible dans les temples d'Abou Simbel, taillés dans la roche et conçus pour s'aligner avec les rayons du soleil, illuminant le sanctuaire intérieur 2 fois par an.
une démonstration spectaculaire de son pouvoir divin. La momification était au cœur des croyances égyptiennes. Ce processus complexe de conservation du corps visait à préserver non seulement l'apparence physique, mais aussi la force vitale Ka et la personnalité Ba après la mort. Les spécialistes travaillaient avec soin, utilisant des résines, des huiles et des enveloppes de lin pour préparer les corps. Les tombes, remplies d'amulettes, de nourriture et même de jeux, constituaient des mondes miniatures conçus pour réconforter et soutenir l'âme dans l'au-delà. Entrez maintenant dans les temples. L'odeur de l'encens flotte dans l'air et les chants des prêtres résonnent dans les couloirs. Les anciens Égyptiens vivaient dans un monde où le divin était toujours à portée de main. Ils croyaient en Maat, le principe de vérité, d'équilibre et d'ordre. Chaque rituel quotidien, chaque grande cérémonie, était un acte destiné à faire respecter Maat et à prévenir le chaos. Les temples eux-mêmes étaient des merveilles d'architecture, conçus pour refléter le cosmos et abriter les dieux. Imaginez la grandeur du temple de Karnak, le plus grand édifice religieux jamais construit, s'étendant sur plus de 200 acres. Ce complexe de temples était dédié à Ra et servait de centre vibrant de culte et de pèlerinage. Le grand hall hypostyle, avec sa forêt de colonnes imposantes, était un chef-d'œuvre. Chacune était sculptée de façon complexe avec des hiéroglyphes et des scènes de culte, témoignant de la dévotion des Égyptiens et de leur croyance en l'omniprésence des dieux. Ces espaces sacrés, en plus d'être des lieux de culte, étaient aussi des centres d'apprentissage. Les prêtres y étudiaient l'astronomie, la médecine et les secrets de l'au-delà. Pouvez-vous entendre les hymnes chantés aux dieux lors des offrandes quotidiennes? Les prêtres offraient de la nourriture, des boissons et de l'encens aux statues des divinités, invoquant leur présence et leur bénédiction. Les festivals, grandioses et joyeux, rassemblaient les communautés. Imaginez la fête d'Opé à Thèbes, une célébration remplie de processions, de festins somptueux et de reconstitution de mythes divins. Et puis, il y avait la magie, une force que les Égyptiens croyaient capable de façonner le monde. Le pouvoir d'un sort murmuré dans le calme de la nuit ou d'une amulette portée pour éloigner le mal était omniprésent. La déesse Isis, avec sa connaissance de la magie, était souvent invoquée pour la protection et la guérison. La magie n'était pas réservée à l'élite. Elle faisait partie intégrante de la vie quotidienne, présente à tous les niveaux de la société. La mythologie égyptienne était comme une rivière qui coulait au cœur de leur civilisation. Elle expliquait le monde, renforçait les normes sociales et fournissait des conseils moraux. Les mythes des dieux tels que Ra, Osiris et Isis étaient immortalisés dans l'art et la littérature, garantissant la pérennité de leurs histoires à travers les âges. Le règne du pharaon était considéré comme un mandat divin, car les pharaons étaient perçus comme la forme terrestre du dieu Horus. Leurs victoires et réalisations étaient présentées comme l'accomplissement de la volonté des dieux, le maintien de Maat et la protection de la terre contre le chaos. Les pratiques cultuelles, particulièrement celles en l'honneur d'Osiris, impliquaient des cérémonies élaborées pour assurer aux défunts un passage sûr dans l'au-delà. Le livre des morts, un recueil de formules magiques et d'incantations, servait de guide pour relever les défis du monde souterrain. L'héritage de l'Égypte ancienne est une symphonie de grandeur, de spiritualité et de croyances profondes en l'au-delà. À chaque respiration, vous vous enfoncez dans cette période magique. Vous sentez votre rythme cardiaque ralentir, suivant le rythme du monde naturel qui vous entoure. Vous êtes maintenant totalement immergé dans cette civilisation, prêt pour les histoires qui vont encore se dérouler. Le vaste désert égyptien s'étendait à l'infini, ses dunes dorées ondulant comme un océan gelé sous le soleil implacable. Au milieu de ce paysage aride, un petit camp avait été installé, à quelques kilomètres au nord du Caire. Une brise légère traversait la chaleur étouffante, portant avec elle l'odeur du sable et un léger parfum d'épices exotiques des marchés lointains. Le docteur Édouard Simon, un professeur grand et costaud d'une trentaine d'années, était recroquevillé sur une carte usée, étalée sur une caisse en bois. Avec ses yeux verts calculateurs et son ombre perpétuelle de barbe de 5 heures, il avait un regard intense, dissimulé sous un chapeau usé par les intempéries. Tandis qu'il traçait des lignes du bout des doigts, perdu dans ses pensées, sa veste en cuir et son allure robuste
évoquait un explorateur endurci. Il portait une veste en cuir délavé, dont les poches étaient remplies d'outils et de bibelots anciens, et une écharpe nouée pour se protéger des vents violents du désert. En face de lui se trouvait le docteur Anna Dellard, une femme étonnante à l'air sûr d'elle. Elle répertoriait méticuleusement leurs fournitures. Ses longs cheveux bruns, attachés en une tresse soignée, encadraient un visage aux yeux vifs et pétillants de curiosité. Anna était une linguiste renommée dans son domaine, connue pour ses compétences inégalées dans le déchiffrage des langues anciennes. Ce talent l'avait conduite dans les coins les plus reculés du globe. Elle était vêtue de sa tenue habituelle pour ce genre d'expédition, un pantalon cargo vert armé, des bottes solides et un chemisier léger pour résister à la chaleur. Elle porta sa gourde à ses lèvres pour boire une gorgée d'eau tout en regardant le soleil se coucher. Ce moment de quiétude lui rappela leur parcours jusqu'à ce camp isolé. Leur voyage avait commencé des mois plus tôt, lorsque, au cours de ses recherches à la British Library, Edward était tombé sur un ancien manuscrit. Ce rouleau, caché dans les profondeurs des archives, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Les symboles et le langage étaient si étrangers que même pour un érudit expérimenté comme lui, leur sens demeurait obscur. Frustré mais excité, il s'était précipité dans le bureau d'Anna, le cœur battant d'impatience. Il avait fait irruption avec un sourire enfantin, balayant les protestations d'Anna, qui mentionnait devoir assister à un séminaire. « Anna, il faut que tu vois ça », avait-il insisté, en déposant le manuscrit sur son bureau encombré. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. » Anna s'était penchée sur le manuscrit, son intérêt grandissant à mesure que ses yeux parcouraient le texte. Un lent sourire se dessina sur son visage. « Édouard, c'est peut-être la découverte du siècle. » Elle étudia attentivement le manuscrit, laissant ses doigts suivre et tapoter les symboles complexes. « Regarde ces marques, » commença-t-elle. « C'est un hybride de hiéroglyphes traditionnels et de quelque chose de bien plus ancien. Par exemple, ce caractère ressemble à un hiéroglyphe standard, mais il est fusionné avec ce protoscript utilisé par les cultures pré-dynastiques. » Édouard, intrigué, se frotta la joue en clignant lentement des yeux. « Il s'agit donc d'un mélange de langues ?» ?»« Exactement, » répondit Anna en se penchant en arrière sur sa chaise. « Ce texte a été créé par un groupe qui avait accès à des connaissances très anciennes. Ils ont probablement combiné ces scripts pour dissimuler leurs secrets à quiconque ne possédait pas le même niveau de compréhension. » Pendant des semaines, Anna recoupa les symboles avec sa vaste bibliothèque de textes anciens. Finalement, elle réalisa que le manuscrit contenait des indications sur une pyramide inexplorée, enfouie sous des siècles de sable mouvant. Le manuscrit parlait d'une structure qui n'apparaissait que lors d'un alignement céleste spécifique, une pyramide effacée de l'histoire. Les deux savants s'étaient immédiatement mis au travail, dans le plus grand secret. Ils avaient convenu de ne partager cette première découverte avec aucun de leurs pairs, du moins pour l'instant. La dernière chose qu'ils souhaitaient était de devenir la risée de leurs collègues universitaires pour s'être lancés dans une chasse à l'oie sauvage. Mais les voilà maintenant, sur le point de faire une découverte qui pourrait réécrire l'histoire. Le soleil méditerranéen commençait sa descente, projetant des ombres sereines sur le sol du désert. La chaleur de la journée cédait peu à peu la place à la fraîcheur du soir, et l'impatience était palpable. Édouard leva les yeux de sa carte, sa pipe fermement serrée entre ses dents. « Tout indique que c'est ici, » dit-il en jetant un coup d'œil attentif autour de la zone. « Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre, je suppose. » Anna s'approcha, jumelles en main. « Tu sais, fumer cette pipe est une habitude terrible, » taquina-t-elle, sa voix légère malgré un ton désapprobateur. Édouard gloussa, tirant profondément avant d'exhaler un panache de fumée. « J'arrêterai quand nous aurons trouvé cette pyramide. » Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, le ciel se transforma en une toile de mauve et de bleu profond. Anna leva ses jumelles, scrutant le désert avec un œil exercé. « L'alignement devrait bientôt commencer, » murmura-t-elle en ajustant la mise au point. Lentement, la lune commença à se lever, sa lumière argentée baignant le paysage. L'alignement était subtil, un changement imperceptible dans les étoiles que la plupart des gens n'auraient pas remarqué. Mais pour eux, c'était tout. Les sables semblèrent s'agiter, formant un motif qui défiait l'ordre naturel. « Oh, regarde, tu vois ça ?» s'exclama Anna, pointant du doigt avec excitation. Édouard plissa les yeux au loin. D'abord,
Il ne vit que du sable et des ombres. Puis, peu à peu, une silhouette se dessina, une structure massive, dont les bords se découpaient nettement sur le ciel éclairé par la lune, semblait s'élever du sol du désert. Comme si elle avait été invoquée par une magie ancienne. Elle le fit dans un silence absolu. Et pourtant, cette merveille semblait résonner sur toute la ligne d'horizon. « C'est réel », murmura Édouard, frappé de stupeur. Presque à genoux, la pyramide des ombres, les deux aventuriers rassemblèrent rapidement leur matériel, leurs esprits en effervescence. Ils s'approchèrent prudemment de la pyramide. De près, elle était encore plus impressionnante. Les blocs de pierre massifs, qui formaient son extérieur, brillaient étrangement sous la lumière du clair de lune. Anna passa ses doigts sur les sculptures anciennes qui ornaient l'entrée, jetant rapidement un coup d'œil à Édouard. « Ces marques, elles racontent une histoire, » dit-elle, sa voix étouffée par la révérence. Édouard s'approcha à son tour, inspectant les runes. Que disent-elles? Anna sortit son carnet, dessinant soigneusement les symboles. Son expression devint pensive. Ce sont des runes de protection, destinées à repousser les intrus, expliqua-t-elle, les yeux rivés sur les gravures. Elles invoquent le pouvoir de leur dieu des ténèbres pour garder les secrets qu'elles renferment, expliqua Anna en étudiant les runes. Elle pointa ensuite une série de symboles entrelacés. Mais ici, ces symboles suggèrent une clé ou un mécanisme caché. Les prêtres étaient incroyablement méticuleux, poursuivit-elle. Ils ont codé des couches à l'intérieur de cette pyramide pour s'assurer que seuls les plus méritants puissent entrer dans le sanctuaire intérieur. Édouard acquiesça, sentant le poids de leur découverte. « On dirait que je vais arrêter de fumer après tout, » plaisanta-t-il à moitié, avant de pousser la lourde porte de pierre. L'air à l'intérieur était humide et frais, un contraste saisissant avec la chaleur du désert. Alors qu'ils pénétraient dans l'obscurité, ils allumèrent leurs torches. Le chemin semblait s'abaisser légèrement, et un étrange bourdonnement semblait émaner des murs de la pyramide, comme si elle était consciente de leur présence. Aussi absurde que cela puisse paraître, Édouard aurait pu jurer qu'il y avait des yeux qui les observaient depuis les murs. « Reste près de moi, dit-il, sa voix résonnant dans l'étroit couloir. Nous n'avons aucune idée de ce que nous pourrions trouver ici. » Mais Anna, troublée, regardait constamment par-dessus son épaule, ses sourcils froncés. « Désolée, j'ai juste pensé que j'avais vu, » murmura-t-elle, avant de secouer la tête et de suivre Édouard. Ils continuèrent à avancer, naviguant dans les passages étroits qui se tordaient et tournaient comme un labyrinthe. Les murs semblaient se refermer autour d'eux. L'air devenait plus froid, mais d'une humidité oppressante à chaque pas. Alors qu'ils se faufilaient dans un passage particulièrement étroit, Anna sentit ses jambes s'alourdir sous l'effet de la fatigue. « Eh, on peut faire une petite pause ?» demanda-t-elle d'une voix lasse. « J'ai juste besoin de 5 minutes. » Édouard acquiesça en s'agenouillant et en s'essuyant le front. Anna posa son sac à dos sur le sol et s'appuya contre le mur pour reprendre son souffle. Soudain, un sifflement subtil résonna et une série de mécanismes s'enclenchèrent. Anna tenta désespérément de retirer son sac à dos, mais il était trop tard. Une plaque de pression venait de s'enclencher. Des flèches jaillirent de l'autre côté du couloir, sifflant dans l'air. L'une d'elles traversa le chapeau d'Édouard, l'arrachant de sa tête pour l'épingler au mur derrière lui. Le cœur d'Édouard battait à tout rompre, tandis qu'il fixait son chapeau. Il déglutit lentement. Anna, terrifiée, avait les mains plaquées sur sa bouche, murmurant des excuses choquées. Ses yeux étaient écarquillés de peur. Ils échangèrent un regard, réalisant soudainement que les enjeux étaient bien plus élevés qu'ils ne l'avaient imaginé. Désormais, chaque pas était un risque calculé. Les passages étaient remplis de plaques de pression habilement déguisées, de fausses dalles et de pièges qui auraient pu les faire plonger dans des fosses à pointes invisibles. Enfin, ils atteignirent une énorme chambre caverneuse, dont les murs étaient couverts de hiéroglyphes et de symboles étranges. Anna les étudia attentivement, faisant les 100 pas, réfléchissant profondément. Elle remarqua que les symboles étaient légèrement surélevés, dépassant du mur d'une manière significative. « C'est un puzzle », se dit-elle à voix haute. « Si nous alignons ces symboles correctement, je pense qu'il va se passer quelque chose. » Édouard la rejoignit en retroussant ses manches, son esprit analytique s'attardant sur les motifs. « Voyons voir. »
Ce symbole ressemble à un soleil et celui-ci pourrait représenter la lune. Si nous les alignons en fonction de leur position céleste, Édouard s'interrompit, ses pensées s'accélérant. Anna acquiesça, son esprit s'emballant à son tour. Oui, et ces autres symboles pourraient être les planètes. Nous devons les disposer dans le même ordre que celui dans lequel elles apparaîtraient lors de l'alignement céleste. Ils se mirent à travailler ensemble, plaçant soigneusement les symboles. La pièce s'emplit du doux son du raclement de la pierre contre la pierre. Avec un dernier clic satisfaisant, les symboles se verrouillèrent en position. Un grondement profond emplit alors la pièce. Lentement, le mur de pierre devant eux commença à bouger, glissant sur le côté pour révéler un passage sombre au-delà. De la poussière et des débris tombèrent du plafond, leur piquant les yeux. Édouard brandit sa torche plus haut pour scruter le passage. Les femmes d'abord, plaisanta-t-il avec un sourire faible à Anna. Elle haussa un sourcil amusé, avant de l'inciter à avancer. Au début, le chemin était singulièrement étroit, mais plus il s'enfonçait, plus il se ramifiait. Les couloirs commençaient à s'enrouler autour d'eux, tandis que d'autres menaient simplement à une impasse. Un sentiment incessant les rongeait, une impression désagréable qu'ils n'étaient pas seuls. D'étranges chuchotements dissonants semblaient parcourir les longs couloirs, et parfois, ils pouvaient entendre le bruit de pas rapides et légers, même lorsqu'ils étaient immobiles. Soudain, du coin de l'œil, Édouard aperçut une petite silhouette difforme qui passa au détour d'un couloir. « As-tu vu ça » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Anna acquiesça, le visage pâle comme un fantôme. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. C'est peut-être un effet de la lumière. Oui, c'est probablement ça, murmura Édouard, bien moins confiant qu'il ne l'aurait souhaité. Un sentiment incessant les rongeait, une impression désagréable qu'il n'était pas seul. D'étranges chuchotements dissonants semblaient parcourir les longs couloirs, et parfois, ils pouvaient entendre le bruit de pas rapides et légers, même lorsqu'ils étaient immobiles. Soudain, du coin de l'œil, Édouard aperçut une petite silhouette difforme qui passa au détour d'un couloir. « As-tu vu ça » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Anna acquiesça, le visage pâle comme un fantôme. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. C'est peut-être un effet de la lumière. Oui, c'est probablement ça, murmura Édouard, bien moins confiant qu'il ne l'aurait souhaité. Elle prit une autre idole et la retourna dans ses mains. « Regarde celle-ci » dit-elle en s'asseyant brusquement. Édouard se réveilla en sursaut, grognant légèrement. « Pouvons-nous avoir un moment sans horreur ancienne » Anna gloussa doucement mais le secoua avec enthousiasme. « Désolé, mais ces choses sont fatales. » Édouard se tourna sur le côté, se frottant les yeux. « D'accord. Qu'as-tu trouvé » Anna lui montra l'idole, indiquant une série de sculptures complexes le long de sa base. Elle traça les lignes, cherchant des irrégularités. Ses doigts appuyèrent sur un petit bouton dissimulé, provoquant un minuscule compartiment à la base de l'idole s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un parchemin roulé, ancien et délicat. Édouard, désormais complètement éveillé, à la lumière de leur lampe, ils déroulèrent le papier. Le parchemin était couvert de petits symboles et d'illustrations détaillées. L'un des dessins montrait une cérémonie étrange. Des acolytes vêtus entouraient un personnage central, portant une capuche élaborée, debout devant une porte de pierre massive. Anna parcourut le texte, essayant de déchiffrer l'écriture ancienne. « Ce sont les rituels d'un culte, dit-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Il y est question d'un portail vers le monde souterrain et de la mise au tombeau de leur grand. » Édouard cligna des yeux rapidement. L'air « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand ?» Anna continua de lire, ses pupilles s'élargissant à mesure qu'elle avançait. Il a été enterré vivant pour protéger les secrets de cette pyramide. Le culte croyait que son esprit garderait la porte d'entrée et empêcherait quiconque d'interrompre le rituel d'invocation. Un minuscule compartiment à la base de l'idole s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un parchemin roulé, ancien et délicat. Édouard, désormais complètement éveillé, se pencha pour mieux voir. À la lumière de leur lampe, ils déroulèrent le papier. Le parchemin était couvert de petits symboles et d'illustrations détaillées. L'un des dessins montrait une cérémonie étrange. Des acolytes vêtus entouraient un personnage central portant une capuche élaborée, debout devant une porte de pierre massive. Anna parcourut le texte,
essayant de déchiffrer l'écriture ancienne. Ce sont les rituels d'un culte, dit-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Il y est question d'un portail vers le monde souterrain et de la mise au tombeau de leur grand prêtre. Édouard cligna des yeux rapidement, l'air confus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand prêtre? Anna continua de lire, ses pupilles s'élargissant à mesure qu'elle avançait. Il a été enterré vivant pour protéger les secrets de cette pyramide. Le culte croyait que son esprit garderait la porte d'entrée et empêcherait quiconque d'interrompre le rituel d'invocation. Édouard se recoucha, fixant le plafond de pierre avec scepticisme. Une porte vers le monde souterrain, on dirait vraiment quelque chose qui sort d'un livre d'horreur. Un minuscule compartiment à la base de l'idole s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un parchemin roulé, ancien et délicat. Édouard, désormais complètement éveillé, se pencha pour mieux voir. À la lumière de leur lampe, ils déroulèrent le papier. Le parchemin était couvert de petits symboles et d'illustrations détaillées. L'un des dessins montrait une cérémonie étrange. Des acolytes vêtus entouraient un personnage central portant une capuche élaborée, debout devant une porte de pierre massive. Anna parcourut le texte, essayant de déchiffrer l'écriture ancienne. « Ce sont les rituels d'un culte, dit-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Il y est question d'un portail vers le monde souterrain et de la mise au tombeau de leur grand prêtre. » Édouard cligna des yeux rapidement, l'air confus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand prêtre? Anna continua de lire, ses pupilles s'élargissant à mesure qu'elle avançait. Il a été enterré vivant pour protéger les secrets de cette pyramide. Le culte croyait que son esprit garderait la porte d'entrée et empêcherait quiconque d'interrompre le rituel d'invocation. Édouard se leva en grognant. Avant qu'il ne puisse comprendre le son, le sol sous eux trembla. Le bruit sourd s'accentua. Les murs semblaient pulser d'une énergie inconnue, et un chant guttural et grave commença à emplir l'air. Le chant s'amplifia, un choueur de voix fantomatique provenant de toutes les directions. « Nous devons partir maintenant, » déclara Édouard. Ils attrapèrent rapidement leur équipement et se précipitèrent dans les passages étroits. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, et la pyramide elle-même paraissait s'animer. Au détour d'un passage, ils se retrouvèrent nez à nez avec une énorme porte en pierre. On aurait pu croire qu'elle faisait partie du mur, si ce n'est qu'une faible lumière d'un vert maladif s'infiltrait par une fissure, trahissant sa véritable nature. Édouard se leva en grognant. Avant qu'il ne puisse comprendre le son, le sol sous eux trembla. Le bruit sourd s'accentua. Les murs semblaient pulser d'une énergie inconnue, et un chant guttural et grave commença à emplir l'air. Le chant s'amplifia, un choueur de voix fantomatique provenant de toutes les directions. « Nous devons partir maintenant, » déclara Édouard. Ils attrapèrent rapidement leur équipement et se précipitèrent dans les passages étroits. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, et la pyramide elle-même paraissait s'animer. Au détour d'un passage, ils se retrouvèrent nez à nez avec une énorme porte en pierre. On aurait pu croire qu'elle faisait partie du mur, si ce n'est qu'une faible lumière d'un vert maladif s'infiltrait par une fissure, trahissant sa véritable nature. Édouard et Anna échangèrent un regard méfiant avant de pousser la porte pour pénétrer à l'intérieur. La chambre était vaste, son plafond disparaissant dans les ombres. Au centre, un autel de pierre se dressait, entouré d'imposantes statues représentant des êtres horribles et fantastiques. L'air était saturé d'une odeur d'encens mêlée à celle de la pourriture, un mélange suffocant qui assaillait leurs sens. Les chants, toujours présents, semblaient vibrer jusque dans leurs os. Sur l'autel reposait un sarcophage, parsemé des mêmes sculptures complexes qu'ils avaient vues dans toute la pyramide. Anna s'approcha, ses mains tremblantes. « Ce doit être le grand prêtre », chuchota-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus les chants. Avec une profonde inspiration, ils saisirent ensemble le bord du couvercle du sarcophage et l'ouvrirent d'un coup sec. À l'intérieur gisaient les restes momifiés d'un homme, son visage masqué par une coiffe élaborée. Dans ses mains squelettiques reposait un objet cristallin qui brillait d'une lumière éthérée. Ils perdirent le compte des virages pris et trébuchèrent à plusieurs reprises dans leur panique. Mais finalement, ils bondirent à travers l'entrée de la pyramide
et tombèrent sur le sable frais du désert, baignés par la lueur de la lune. Édouard toussa, s'effondrant sur le dos. Dans une main, il serrait le cristal. Anna, haletante, regardait les sables qui semblaient engloutir la pyramide une fois de plus. Secoués et épuisés, ils retournèrent péniblement à leur avant-poste dans le désert, riant à moitié d'avoir échappé de justesse à une fin incertaine. De retour au camp, Édouard déballa son équipement de laboratoire portable. Il plaça soigneusement le cristal sous une série de tests, installant un appareil rudimentaire composé de fils de cuivre, d'un générateur à manivelle et d'une série de galvanomètres pour mesurer l'activité électrique du cristal. « Il doit bien y avoir une explication à cela, » murmura-t-il, toujours aussi académique. Anna, assise sur un tronc à proximité, réfléchissait profondément, traçant des formes dans le sable. Peut-être s'agit-il d'une technologie ancienne ou de propriétés chimiques que nous n'avons jamais rencontrées auparavant, suggéra-t-elle. Édouard commença à faire tourner le générateur, et le cristal émit une faible lueur. Les aiguilles des galvanomètres se mirent à clignoter, enregistrant un champ électromagnétique de basse fréquence. « Venez voir ça !» dit-il en montrant les instruments. Anna se leva, époussetant le sable de ses mains. Un champ électromagnétique? Eh bien, cela explique les hallucinations et les sons étranges. Édouard poursuivit, l'excitation dans sa voix palpable. Cela devient encore plus intéressant. La structure cristalline, même sous un simple microscope, ne ressemble à rien de ce que... Je sais que cela semble tiré par les cheveux, mais c'est comme si elle avait été conçue. Celui qui l'a créée devait avoir des connaissances avancées en chimie et en... Anna s'adossa au mât de la tente, réfléchit. Donc, la secte qui a construit la pyramide n'était pas seulement composée d'adorateurs primitifs. Ils avaient accès à une technologie avancée. Mais comment? Et pourquoi l'enterrer avec leur grand... Anna, assise sur un tronc à proximité, réfléchissait profondément, traçant des formes dans le sable. Peut-être s'agit-il d'une technologie ancienne ou de propriétés chimiques que nous n'avons jamais rencontrées auparavant, suggéra-t-elle. Édouard commença à faire tourner le générateur et le cristal émit une faible lueur. Les aiguilles des galvanomètres se mirent à clignoter, enregistrant un champ électromagnétique de basse fréquence. « Venez voir ça », dit-il, en montrant les instruments. Anna se leva, époussetant le sable de ses mains. Un champ électromagnétique? Eh bien, cela explique les hallucinations et les sons étranges. Édouard poursuivit, l'excitation dans sa voix palpable. Cela devient encore plus intéressant. La structure cristalline, même sous un simple microscope, ne ressemble à rien de ce que j'ai vu. Je sais que cela semble tiré par les cheveux, mais c'est comme si elle avait été conçue. Celui qui l'a créée devait avoir des connaissances avancées en chimie et en physique. Anna s'adossa au mât de la tente, réfléchissant. Donc, la secte qui a construit la pyramide n'était pas seulement composée d'adorateurs primitifs. Ils avaient accès à une technologie avancée. Mais comment et pourquoi l'enterrer avec leur grand prêtre? Les yeux d'Édouard s'écarquillèrent. Peut-être que le grand prêtre n'était pas simplement une figure religieuse. Il aurait pu être un scientifique ou un gardien de cette technologie. Alors qu'ils discutaient de leur découverte, une idée frappa Édouard. Bien sûr, l'alignement céleste. Et si le pouvoir du cristal était lié à la position des étoiles et des planètes, cela pourrait expliquer pourquoi la pyramide n'apparaît qu'à certains moments, comme ce soir. Il se mit à faire les 100 pas, son esprit en effervescence. C'est logique. Le champ électromagnétique serait amplifié par l'alignement. La secte de l'époque aurait pu l'utiliser à son avantage, provoquant des visions de masse et se présentant comme des héros de la divinité. Avec cette nouvelle compréhension, Édouard et Anna consignèrent tout dans leurs journaux en cuir. Leur découverte avait le potentiel de réécrire l'histoire, démontrant que d'anciennes civilisations pourraient avoir eu accès à une technologie avancée bien au-delà de ce que l'on croyait jusqu'à présent. Il jeta un coup d'œil derrière un chariot de fruits, scrutant le marché avec attention. Sa cible était un marchand bien habillé et plutôt bedonnant, étalant sa richesse à chaque pas. Une lourde bourse de monnaie pendait à sa ceinture avec une innocence naïve que seule la jeunesse pouvait feindre. Darius s'approcha lentement, feignant de trébucher et heurtant légèrement le marchand, juste assez pour le distraire. En un clin d'œil,
La bourse se retrouva dans la main du garçon, et il se fondit dans la foule avant que le marchand ne se rende compte de ce qui s'était passé. Alors que le crépuscule enveloppait la ville, la place du marché commençait à se vider, son agitation habituelle laissant place à une atmosphère plus calme. Darius se dirigea vers une ruelle isolée, trouvant refuge sous une torche vacillante dont les braises s'éteignaient lentement. Accroupi, il compta son butin, jubilant à l'idée de tout ce qu'il pourrait acheter, du pain, des jouets, et bien plus encore. Tellement absorbé par sa tâche, il ne remarqua pas la silhouette qu'il observait depuis l'ombre. Un travail impressionnant, déclara une voix calme et mesurée. Darius leva les yeux, surpris mais méfiant. Une silhouette encapuchonnée s'avança dans la faible lumière, révélant un visage marqué par des années d'expérience et un regard vif. Sa peau burinée par le soleil contrastait avec ses yeux profonds, de la couleur du Nil. Une fine cicatrice courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, lui conférant une aura redoutable, adoucie seulement par son sourire amusé. « Qui es-tu » demanda Darius, sa main glissant vers sa petite dague de fortune. L'homme abaissa sa capuche, révélant de courts cheveux grisonnants. « Je suis Horus, et j'ai prêté serment au voile du serpent. Nous voyons tout, même les talents inaperçus d'un jeune voleur. » Darius hésita, mais quelque chose dans les yeux d'Horus parlait d'opportunité, d'une vie au-delà de la simple survie. « Que me voulez-vous ?»« T'offrir un chemin, » répondit Horus d'une voix ferme et invitant. « Les compétences que tu possèdes peuvent être aiguisées et utilisées pour un but plus grand. Rejoins-nous, et tu trouveras peut-être plus qu'une simple survie, tu trouveras un destin. » Le jeune garçon accepta, loin de se douter à quel point sa vie allait changer. Sous la direction d'Horus et des autres membres du voile du serpent, Darius s'entraîna aux arts de la furtivité, du combat et de la stratégie. Chaque jour apportait son lot de défis et de leçons, le poussant aux limites de ses capacités. Il apprit à se déplacer silencieusement, à frapper rapidement et à anticiper les mouvements de ses adversaires. Les terrains d'entraînement du voile du serpent étaient cachés au plus profond du désert, loin des regards indiscrets. Ici, parmi les dunes imposantes et les affleurements rocheux, Darius affina ses compétences. Sous le soleil brûlant, il s'entraînait avec d'autres recrues, ses muscles endoloris par les exercices incessants. Il escaladait et sautait sur les ruines d'anciennes structures, ses doigts s'agrippant à la pierre rugueuse alors qu'il se hissait. La nuit, éclairé par la lumière des braséros, il étudiait des textes anciens sur la tactique et la philosophie, l'odeur du papyrus et de l'encre emplissant l'air frais. Chaque jour l'endurcissait, transformant le jeune voleur en un guerrier intelligent et furtif. Horus était un mentor sévère, mais juste. Ses instructions étaient toujours précises et claires. « Tu dois faire corps avec les ombres, Darius, » disait-il, sa voix chargée de l'expérience accumulée. « Tes mouvements doivent être silencieux, ta présence inaperçue. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu comprendras vraiment l'essence de notre ordre. » Darius prenait ses leçons à cœur, désireux de faire ses preuves et de revêtir pleinement le manteau de la confrérie. Rapidement, il fut assez âgé pour accomplir des tâches importantes pour l'ordre. Il arrivait parfois à Darius de se réveiller le matin pour trouver une missive scellée portant un seul nom. Ses missions l'emmenaient à travers l'Égypte, des marchés animés d'Alexandrie, où il naviguait dans des ruelles étroites et bondées et sautait sur les toits, jusqu'au désert brûlant de Nubie, où il traquait ses cibles à travers de vastes paysages arides. Ces missions pouvaient durer des mois. Il se faisait des amis, des alliés, ou peut-être simplement des contacts, il n'était jamais sûr de comment les considérer. Mais, tôt ou tard, il devait rompre ces liens et passer à sa prochaine cible. Cependant, la mission qui l'attendait ne ressemblait à aucune autre. La forteresse des voiles du serpent était un lieu de secrets et d'ombres, creusé dans le flanc d'un lointain canyon désertique. C'est ici, dans une chambre faiblement éclairée au cœur de la forteresse, que les chefs de la confrérie s'étaient réunis pour discuter d'une mission d'une grande importance. Darius se tenait devant eux, le dos droit, l'expression grave. L'encens brûlait à proximité, emplissant l'air d'un parfum capiteux qui baignait la pièce d'une brume éthérée. Horus se tenait en bout de table, le visage sombre. Nos espions et voleurs nous apportent de graves nouvelles. Le pharaon Khafraï a déterré une relique d'une puissance incommensurable, le livre des morts.
Ce tome contient les secrets de la vie et de la mort, la clé de l'immortalité. Si Khafra exploite son pouvoir, il jettera sur l'Égypte une ombre que personne ne pourra lever. Des murmures d'inquiétude parcoururent la salle. Darius, cependant, resta silencieux, se remémorant les punitions cruelles infligées sous le règne de Khafra et de ses gardes impitoyables. Horus posa ses yeux perçants sur lui. « C'est à toi qu'il revient de récupérer ce livre. Tu dois te glisser au cœur du palais du pharaon, trouver le livre et nous le ramener. Le destin de l'Égypte pourrait bien reposer sur tes épaules. » Darius acquiesça, comprenant la gravité de la tâche. « Je n'échouerai pas, jura-t-il, bien que son cœur fût moins certain. » Après la réunion, Darius se retira dans ses quartiers modestement meublés. Un simple lit, un coffre en bois et un petit autel dédié à Bastet, déesse du foyer. Il s'agenouilla devant l'autel et offrit une prière silencieuse pour être guidé et protégé. Ensuite, il rassembla ses dagues et revêtit le sombre manteau à capuchon qui l'identifiait comme membre du voile du serpent. Le tissu, léger mais résistant, était conçu pour le protéger non seulement des éléments, mais aussi des regards indiscrets. Le voyage jusqu'au palais de Khafra fut une rude épreuve. Les vents chauds du désert fouettaient sa cape, tandis qu'il progressait à travers les sables mouvants. Il voyageait principalement de nuit, trouvant un peu de répit dans la fraîcheur de l'obscurité, loin de la chaleur torride du jour. Pendant ce périple, ses pensées dérivèrent vers Néphré, un ancien serviteur du palais qui était devenu un allié de confiance et, d'une certaine manière, son seul ami. Il se souvenait parfaitement du jour où ils s'étaient rencontrés, lors d'une mission il y a plusieurs années. « Darius, dit-elle, sa voix grave teintée de surprise et de curiosité. Cela fait longtemps. » Néphrét fit un geste à un autre serviteur, l'invitant à s'éloigner pour leur laisser un peu d'intimité. Puis, elle se pencha légèrement, son expression devenant grave. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ? » « Le pharaon est en possession de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû avoir, » expliqua Darius, parlant à voix basse. « Je dois récupérer le livre des morts, et tu dois m'aider à entrer dans le palais. » Néphré se redressa légèrement, tapotant son menton tout en réfléchissant, avant d'acquiescer. « Ce livre est vraiment dangereux entre les mains d'un homme aussi cruel que Khafra, admit-elle. Non pas que cela change grand-chose pour moi, mais je suppose que j'ai une dette à rembourser. » Darius abaissa son capuchon, ses yeux brillants d'une urgence contenue. « C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Tu connais le plan et la ville mieux que quiconque. » Néphré resta silencieuse un moment, jouant distraitement avec les bracelets à ses poignets. Elle regarda autour d'elle avec prudence, s'assurant que personne n'écoutait derrière les portes, puis prit enfin la parole. « Il y aura une procession demain soir, pour le festival d'Opet. Le palais sera distrait, et les gardes concentrés sur les célébrations. Darius l'avait sauvée d'une bande de mercenaires. Elle transportait des étoffes coûteuses du marché à la maison de sa maîtresse lorsqu'il l'avait prise pour une riche noble. Les hommes armés, croyant qu'elle détenait des richesses à voler, avaient tenté de l'attaquer. Reconnaissante et redevable, Néphré s'était juré d'être les yeux et les oreilles de Darius partout où il aurait besoin d'elle. Maintenant que la mission se profilait à l'horizon, il savait qu'il était temps de faire appel à cette faveur. Il aurait besoin de l'aide de Néphré pour naviguer dans les couloirs traîtres du palais. Lorsqu'il atteignit enfin la périphérie de la ville, Darius s'arrêta un instant. La ville était baignée par la douce lueur du clair de lune, et les imposants murs du palais du pharaon se profilaient au loin, une silhouette sombre et majestueuse contre le ciel nocturne. Il prit un moment pour rassembler ses pensées, caressant doucement son cheval après la rude randonnée et lui offrant une poignée de dattes. Il savait que Néphré fréquentait une petite taverne discrète à la périphérie de la ville, un lieu où les serviteurs et les gens du peuple se réunissaient à l'abri des regards des gardes du palais. Après avoir jeté quelques pièces à un garçon d'écurie pour prendre soin de son cheval, il se dirigea dans les rues étroites et encombrées. La taverne était une structure modeste, nichée parmi d'autres établissements plus somptueux et les maisons de plaisance du quartier. À l'intérieur, il fut accueilli par le faible bourdonnement des conversations et l'odeur réconfortante du vin épicé. Darius balaya la pièce du regard, ses yeux s'adaptant rapidement à la faible luminosité. Il trouva Néphré assise à une table d'angle, dos au mur, jouant aux cartes avec un autre serviteur.
Néphré, assise à une table d'angle, dos au mur, jouant aux cartes avec un autre serviteur. Elle était étonnante. Comme toujours, ses cheveux noirs tressés étaient ornés de petites perles, et ses yeux vifs et perspicaces brillaient dans la pénombre. Un parfum lourd et doux flottait subtilement dans l'espace autour d'elle. Néphré leva les yeux lorsqu'il s'approcha, et une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux. « C'est notre meilleure chance de nous glisser à l'intérieur sans être remarqués, dit Néphré. Darius écouta attentivement et hocha lentement la tête. « Nous nous retrouverons ici demain à la tombée de la nuit, expliqua Néphré. Je te guiderai à travers les passages des serviteurs et dans le palais proprement dit. Les gardes seront moins nombreux, mais nous devons rester prudents. Après cela, tu seras livré à toi-même. Ma dette sera alors remboursée. » Darius la remercia, remontant sa capuche avant de quitter la taverne aussi silencieusement qu'il y était entré. Le lendemain, alors que le soleil se couchait, la ville était transformée par les préparatifs du festival d'Opais. Les rues étaient décorées de guirlandes de fleurs, et toutes sortes d'herbes brûlaient, leurs riches parfums flottant dans la foule. Les gens se rassemblaient en masse, leurs visages illuminés par l'excitation et le respect envers les dieux. Le festival rendait hommage à Amon, Mou et Khonsou, l'une des célébrations les plus grandioses de toute l'Égypte. Darius fraya un chemin à travers les rues animées, sa capuche rabattue pour se fondre dans la foule. Il atteignit une ruelle étroite à côté de la taverne où Néphré lui avait donné rendez-vous. Elle l'attendait, l'air grave, malgré l'ambiance festive qui régnait autour d'eux. « Tiens, prends ça. » À l'intérieur se trouvaient de simples vêtements de lin, typiques d'un serviteur du palais. Darius enfila rapidement le déguisement, ajustant la ceinture autour de sa taille et enroulant l'écharpe autour de ses épaules. Le tissu rugueux lui était étranger, mais il savait que ce déguisement était essentiel. Néphré hocha la tête avec approbation. « Suis-moi », ordonna-t-elle en regardant dans la rue pour s'assurer que la voie était libre. « Reste près de moi et garde la tête baissée. » Ils avancèrent dans les ruelles et les rues, les bruits de la procession s'amplifiant à mesure qu'ils approchaient du palais. Le grand défilé des prêtres et des musiciens se dirigeait vers le temple, leurs chants et leur musique créant un rythme hypnotique qui emplissait l'air de la nuit, une distraction parfaite. Ils atteignirent les imposants murs du palais, et Néphré conduisit Darius à une petite porte discrète cachée derrière un groupe de palmiers. Elle sortit une clé de sa robe, « Entre », murmura-t-elle en lui faisant signe. L'air à l'intérieur était frais et immobile, un contraste glaçant avec l'animation festive à l'extérieur. Les couloirs étaient étroits et sinueux, ornés de sculptures magistrales représentant des divinités anciennes et des scènes de la vie quotidienne. À la douce lueur des torches du palais, ces figures semblaient presque vivantes, respirant et observant silencieusement. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans le palais, ils croisèrent d'autres serviteurs, occupés à diverses tâches. L'un d'eux disposait avec soin un plateau de coupe en or incrusté de pierres précieuses, tandis qu'un autre balayait méthodiquement le sol de marbre. Les bruits rythmiques de leur travail créaient une sorte de symphonie qui masquait les mouvements de Darius et Néphré. En tournant un coin, ils faillirent entrer en collision avec un garde du palais. L'homme fixa Darius avec méfiance, sa main reposant sur la garde de son épée. Darius n'avait pas vraiment l'air d'un serviteur. Sa carrure imposante et sa posture droite trahissaient son passé de combattant. « Qui est cet homme ?» demanda le garde, son regard se plissant avec suspicion. Néphré s'avança, son attitude détendue et confiante. « Un nouveau serviteur, » répondit-elle calmement. « Il est chargé de m'assister dans les préparatifs du festival. Les cuisines sont débordées et nous avons besoin de toute l'aide possible. » Le garde sembla hésiter un instant, scrutant Darius d'un regard perçant. « Maintenant, soyons prompts à accomplir nos tâches, de peur que la colère du pharaon ne s'abatte sur nous tous, » déclara Néphré, son ton d'autorité pesant. Le garde fronça les sourcils, mais le regard inébranlable de Néphré et son attitude confiante semblèrent l'apaiser. « Très bien, marmonna-t-il. Mettez-vous à l'écart et faites vite pour vos affaires. » Une fois hors de portée de voix, Néphré se tourna vers Darius. « Nous nous rapprochons. À partir d'ici, tu es seul. Le sanctuaire intérieur est devant toi, mais c'est aussi là que réside le plus grand danger. » Darius acquiesça,
comprenant la gravité de la situation. « Merci, Nefray, pour tout. » Elle posa une main légère sur son bras, son expression s'adoucissant. « Fais attention. Khafre est un homme monstrueux, et son palais est rempli de terreurs invisibles. » Darius inspira profondément, puis continua sa route. La grandeur du palais laissa peu à peu place à une atmosphère plus sombre et sacrée. Les statues de dieux et de pharaons, d'abord nobles et imposantes, prirent un aspect inquiétant. Le décor devint plus rituel, les murs tapissés de glyphes représentant l'au-delà, scènes de jugement, pesées des âmes et figures animales étranges. L'encens lourd mêlé aux images symboliques créait un sentiment oppressant de révérence et de peur. Alors qu'il approchait d'un autre coin, Darius entendit un murmure doux mais distinct. Il s'arrêta net, repérant une paire de gardes se tenant à l'entrée d'un grand hall. Il s'appuya contre le mur pour écouter leur conversation. « As-tu entendu ?» demanda l'un des gardes d'une voix empreinte d'inquiétude. Un autre serviteur prétend avoir vu un fantôme. « Superstition absurde, » répondit l'autre, bien qu'il semblât moins sûr de lui. « Je ne voudrais quand même pas faire la garde de nuit. Ces couloirs me donnent la chair de... » Darius attendit que leur conversation s'éteigne, puis se glissa silencieusement devant eux, s'enfonçant plus profondément dans le palais. Les couloirs devenaient plus sombres, l'air plus lourd, chargé d'une odeur métallique et faiblement sucrée. Le sang. Il atteignit une grande porte d'obsidienne, ornée de symboles de protection. Il tenta de la bouger, mais il n'y avait ni trou de serrure, ni poignée, rien qu'il puisse tenter de crocheter. Ce n'était qu'une dalle de pierre noire qui lui barrait la route. L'odeur de sang était plus forte maintenant, presque nauséabonde. Darius comprit ce qu'il devait faire. Il sortit de sa robe sa petite dague de confiance. C'était une belle pièce d'art, forgée en acier de Damas, avec un manche gravé d'une prière ancienne. Avec une légère hésitation, il fit une coupure superficielle dans sa paume. Le sang perla immédiatement. Il pressa doucement sa main ensanglantée contre la pierre sombre, laissant des traces rouges sur la surface glaciale. Dans un murmure sinistre, la porte s'ouvrit, révélant une chambre baignée par la douce lumière de la lune, qui passait par une étroite ouverture dans le plafond. La pièce était vaste, ses murs tapissés d'étagères chargées de parchemins et d'artefacts anciens. L'air y était épais, presque tangible. Au centre, un piédestal se dressait, portant le livre des morts. Sa couverture, faite de noir et d'or, était inscrite de runes qui semblaient se mouvoir et s'élever à la lumière de la lune, comme si elles étaient vivantes. Alors que Darius s'approchait du piédestal, des ombres dansaient sur la surface du livre. De faibles murmures troublants semblaient émaner de l'objet. Sa main tremblait légèrement alors qu'il tendait les doigts pour saisir le livre des morts. Les voix dans sa tête s'amplifièrent, envahissant ses pensées. Mais juste avant que sa main ne touche la surface fraîche et dorée, quelque chose attira son attention. Dans un coin de la pièce, à moitié caché dans l'ombre, se trouvait un bureau encombré de parchemins et d'instruments d'écriture. C'était manifestement le bureau personnel du pharaon. Parmi les papiers éparpillés, une note à moitié, écrite à la hâte, retint son attention. Il la saisit, lisant l'écriture élégante mais frénétique du pharaon. Le livre est une passerelle vers le royaume des dieux eux-mêmes, un pouvoir inimaginable. L'Égypte et toutes les terres au-delà de la mer. Les yeux de Darius s'écarquillèrent à la lecture de la note. Le potentiel du livre des morts était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement la clé de l'immortalité, mais une voie directe vers la puissance divine. Il comprit alors qu'un tel pouvoir était trop important et trop dangereux pour être exercé par quiconque, même par le voile du serpent. Il savait ce qu'il devait faire. Avec précaution, il ferma le livre et l'enveloppa dans un morceau de tissu. Avant de quitter le palais, il se promit. « Ta justice sera respectée », murmura-t-il. « Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera un jour fatidique. » Darius s'enfonça dans la nuit, les sons du festival résonnant encore dans les rues de Thèbes. Il se déplaçait rapidement dans l'ombre, évitant les artères principales où les célébrations battaient leur plein. Sa destination était les écuries à la périphérie de la ville, où son cheval l'attendait. Les lieux étaient tranquilles, surveillés par un seul garçon d'écurie qui, ennuyé, ne leva même pas les yeux. Darius retrouva son cheval, le sella rapidement
et quitta la ville à toute allure, s'éloignant des voleurs et des ombres du palais. Alors qu'il chevauchait à travers le désert, Darius réfléchissait à l'endroit où cachait le livre des morts. Il avait besoin d'un lieu sûr, éternellement caché de ceux qui pourraient chercher à exploiter son pouvoir. Le voyage de retour vers la forteresse de la confrérie serait long, et il avait besoin de repos. L'air frais et sec de la nuit lui offrait un répit, tandis que les étoiles brillaient comme des diamants dans le ciel noir. Le paysage changeait lentement. Des villes et des avant-postes, il passait à des dunes douces et ondulantes. Finalement, il trouva une oasis nichée dans une petite vallée, entourée de hautes falaises qui la protégeaient des vents violents du désert. L'oasis était un havre de paix, un bassin d'eau entouré de végétation luxuriante, un véritable coin de paradis au cœur du désert. Darius mit pied à terre, conduisant son cheval jusqu'à l'eau pour qu'il s'abreuve. Cherchant un endroit approprié pour enterrer le livre, il trouva un coin de terre humide et molle. Il commença à creuser, la sueur dégoulinant de son front tandis qu'il travaillait. Le son rythmé de ses efforts était le seul bruit à briser le calme de la nuit. Finalement, il déposa le livre des morts au fond de la terre, le recouvrant soigneusement, presque à regret. Ensuite, il sortit une date de son sac de voyage, en retira le noyau et donna le fruit à son cheval. Avec une détermination tranquille, il planta le noyau de la date dans la terre fraîchement retournée. Il savait qu'un nouveau palmier pousserait ici, un gardien silencieux de ce secret sacré pour l'éternité. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre, Darius reprit sa route, laissant l'oasis derrière lui. Le livre des morts était désormais caché, à l'abri des convoitises, et il se dirigeait à nouveau vers la forteresse du voile du serpent. À son arrivée, il fut conduit devant Horus et les autres chefs. L'assemblée était solennelle, les visages graves, tous attentifs à chacune de ses paroles. Horus, debout en tête du groupe, le salua, sa voix portante empreinte d'autorité. « Mon frère, quelle nouvelle nous apportes-tu » Darius prit une profonde inspiration, s'assurant que son expression restait calme et confiante. Le livre n'était pas là, mentit-il. Sa voix ferme. Ce n'était qu'une rumeur. Peut-être que notre informateur s'est trompé. Les histoires coulent comme le vin dans les rues des voleurs. Horus l'étudia un moment, ses yeux perçants semblant chercher la vérité. Mais s'il avait des doutes, il n'en laissa rien paraître. Qu'il en soit ainsi. La mission est terminée. Darius hocha la tête, gardant son calme. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, même si cela signifiait tromper ceux en qui il avait confiance. Le pouvoir du livre des morts devait rester caché, son attrait interdit, afin que personne ne tombe sous le charme de ses chuchotements dangereux. Et voilà, cher rêveur, notre aventure dans les sables enchantés de l'Égypte ancienne s'achève pour l'instant. J'espère que ce récit a nourri votre imagination et éveillé votre soif d'histoires mystérieuses. Ici, à l'oasis des rêves, chaque nuit est une invitation à explorer des mondes fascinants et des légendes intemporelles. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Quel était votre moment préféré? Quelles autres contrées aimeriez-vous explorer dans nos prochaines histoires? Vos idées sont les bienvenues. En attendant notre prochaine aventure, laissez la magie des récits anciens vous envelopper et faites de doux rêves. À très bientôt ici, à l'Oasis des rêves. Bonne nuit, chers voyageurs.